Bonjour à tous et bienvenue au troisième épisode de Résume-moi ça, où le but est de faire découvrir des thèmes diversifiés grâce à des textes ou articles scientifiques qui ont été rédigés par le passé. Dans ce troisième épisode, nous allons nous intéresser à un sujet qui est débattu partout dans le monde, l'avortement. Récemment, le Texas a interdit l'interruption volontaire d'une grossesse au-delà de 6 semaines, causant de ce fait, entre autres, les femmes à devoir avorter dans des États voisins. Si la Cour suprême des États-Unis se penche désormais sur la légalité de cette loi, le débat n'est pas nouveau. Chaque pays, à cours de son existence, établit des lois concernant l'avortement, ce qui fait à ce qu'il n'y a pas d'uniformité concernant ce sujet. Dans certains pays, l'avortement est légal, tandis que chez d'autres, il est illégal, sauf exception rare. Si pour certains, le droit d'avortement a permis de libérer la femme, pour d'autres, l'avortement signifie tout simplement mettre fin à une vie. De ce fait, il m'a paru intéressant de discuter de l'histoire de l'avortement et de ce droit que les femmes ont obtenu. À cette fin, on se penchera aujourd'hui sur l'histoire de l'avortement en Union soviétique. Le cas de l'Union soviétique est particulièrement intéressant dû au fait que ce fut le premier État à légaliser l'avortement. Dans l'Ancien Régime et avant la Révolution en 1917, l'avortement était interdit dans l'Empire des Tsars. Si l'avortement était jusqu'à Pierre le Grand puni par la mort, cette pratique a continué à rester un crime. Ainsi, la femme et les personnes ayant aidé à un avortement pouvaient être exclues de leurs droits civiques ou être condamnées à l'exil ou à des travaux forcés. Des chercheurs ont pu établir un tableau concernant le nombre de condamnations suite à un avortement de 1910 jusqu'en 1916. Durant ces 6 années, il y a eu 230 condamnations, sans compter l'année 1914 dont les données ont été perdues. Il y a eu certes des avortements illégaux, mais on estime que c'était quelque chose de très rare. En effet, il est important de comprendre le fonctionnement de la société durant cette période. Durant cette période-là, avoir une grande descendance, c'est-à-dire beaucoup d'enfants, était devenu pour les familles paysannes un symbole même de prospérité. De ce fait, il n'est pas étonnant de voir des familles avec 8 ou encore 10 enfants. Soulignons toutefois le taux de mortalité infantile très élevé. Un tiers des enfants mis au monde sont morts avant l'âge de 1 an. Malgré cela, la population a augmenté considérablement et entre la période 1869 et 1900, le taux de natalité de la Russie d'Europe était de 49,5%. Cela veut dire qu'il y a eu presque 50 naissances pour 1000 habitants. En comparaison, dans l'Union européenne, le taux de natalité était de 9,3% en 2020. Néanmoins, des changements apparaîtront dans l'entre-deux-guerres marqué par la consolidation du régime soviétique. Cette période verra entre autres une diminution du taux de mortalité infantile ainsi qu'une législation sur l'avortement qui s'adaptera à la politique familiale du régime révolutionnaire. Précisons toutefois que les discussions concernant la décriminalisation de l'avortement n'étaient pas une idée nouvelle provenant du régime soviétique. En effet, durant l'Empire tsariste, cette question de l'avortement fut discutée dans le milieu médical. La société Pirgrov, lors de son 12e congrès en 1913, avait adopté la motion suivante. Les poursuites pénales contre des mères ayant pratiqué l'avortement n'ont aucune manière leur place. Les médecins doivent aussi être libérés de toute responsabilité pénale s'ils pratiquent l'avortement à la demande de la mère. Ainsi, comme le diront Avdev Alexandre, Blumala et Trotskaja Irina dans leur article, la loi de 1920 est plus une conséquence logique du débat engagé dans la Russie tsariste qu'une importation idéologique de principes nouveaux. Le 18 novembre 1920, l'interruption de grossesse est légalisée. Cette légalisation est d'autant plus importante si on le compare à d'autres pays. En France, l'avortement, dans cette période, est considéré comme un crime et passible de 3 mois à 6 ans de prison. Ce décret de l'avortement s'installait dans une lignée d'autres mesures dont le but était de bouleverser les 3 baleines soutenant l'édifice bourgeois. Ces 3 baleines sont, premièrement, l'État ancien, deuxièmement, la propriété privée et troisièmement, l'institution traditionnelle familiale. De ce fait, il y a eu durant cette période, à côté de l'autorisation de l'avortement, la suppression du mariage religieux et encore la liberté de divorcer. Ces lois furent instaurées selon le discours officiel afin d'émanciper les femmes et les enfants de la tyrannie du chef de famille. Toutefois, on retrouve dans ce décret une formulation plutôt inquiétante. Voici la fin de ce décret. La chercheuse Tatiana Kristova note que si l'avortement est autorisé par souci de la santé de la femme, il est également pour les intérêts de la nation. On évoque ainsi les intérêts de la race dans ce décret. Ainsi, le privé des femmes, c'est-à-dire leur santé, est considéré comme public, nécessaire pour le bien-être de la nation entière. L'avortement durant cette période de légalisation devient partiellement gratuit. Toutefois, dû à la forte demande pour avorter et le peu de place dans les hôpitaux, l'Union soviétique procède à un classement. Ainsi, celles qui profitent de la gratuité sont tout d'abord les femmes seules ne travaillant pas, ensuite les femmes seules travaillant et déjà des enfants, et ainsi de suite. Les statistiques concernant cette période se basent sur des échantillons ou sur certaines régions. Toutefois, on estime qu'il y a eu 131 000 avortements dans les cliniques, parmi lesquels 37% des actions ont été commencées hors clinique. En 1925, on enregistra 200 000 avortements, dont 29% qui ont commencé hors clinique.
On constate ainsi une baisse des avortements commencés hors clinique. En effet, le régime soviétique voulait arrêter cette pratique d'avortement clandestin et procéda à des campagnes d'information. Voici un poster de 1925 sur lequel on peut lire « Les avortements réalisés par des personnes non qualifiées peuvent mutiler la femme, mais aussi la conduire à la mort ». Si les milieux urbains ont pu profiter de cette nouvelle législation concernant l'avortement dans les cliniques, il était plus difficile dans les milieux ruraux qui étaient moins informés et moins bien équipés. Si l'institution familiale de l'ancien régime disparut dans les démarches révolutionnaires, la politique allait vite changer de ton. En effet, au début des années 30, il y avait des centaines de milliers d'enfants sans abri dans le pays entier dû à la collectivisation forcée, la famine ou encore la répression. La criminalité juvénile augmentait et l'État était incapable de prendre en charge toutes les tâches éducatives de ces enfants livrés à eux-mêmes. À cause de tous ces événements tragiques, le taux de natalité avait également drastiquement diminué. Si en 1929 il était de presque 40%, ce chiffre était de 30% en 1935. Le changement de la politique fut de ce fait conditionné pour plusieurs raisons. Ainsi, on avait cette inquiétude que la chute de natalité provoquerait des conséquences drastiques pour le pays. On avait en effet besoin d'une main-d'œuvre pour travailler dans l'industrie soviétique. Ajoutons également que le passé de Staline aurait également pu influencer ce changement. Celui-ci avait en effet vécu dans une ville en Géorgie où la pratique de l'avortement était vue comme une abomination. Staline passa également quelques années dans un séminaire catholique. Bien qu'il soit devenu athée et mena plus tard des persécutions contre le clergé, il n'est pas impossible que cette période eût un impact sur sa vision concernant l'avortement. Ainsi, pour remédier au problème de natalité, la famille fut réhabilitée en tant que cellule de base de la nouvelle société soviétique. Le rôle de la famille fut de ce fait l'éducation communiste de la prochaine génération. À cette fin, la législation du 27 juin 1936 marque un tournant. D'une part, le droit d'avortement qu'on avait autorisé fut pratiquement interdit sauf dans certaines exceptions médicales. En à peine 16 ans, les libertés qu'on avait données furent une nouvelle fois retirées. Soulignons également que le divorce fut rendu difficile par l'instauration de lourdes taxes. Pour mener à bien cette politique nataliste, il y avait désormais des aides de l'État pour les femmes enceintes et les familles nombreuses. Ajoutons également que l'Union soviétique améliora les moyens d'assistance à la maternité. Si en 1931 on n'avait que 31 000 lits destinés à l'accouchement, on avait en 1938 91 000 lits. De même, le nombre de places de crèche augmenta de presque 3 millions en l'espace de 2 ans. Toutefois, l'impact de cette politique nataliste n'a pas eu son effet escompté. Pour l'historienne française Yvette Jaloux, il n'y a pas de lien direct entre le taux de natalité et la liberté ou non d'avorter. Ainsi, après la législation autorisant l'avortement, les taux de natalité ont grimpé. Toutefois, ce même taux diminua considérablement suite à la collectivisation, la répression et la famine. On a passé de presque 40% à 30%. Quand en 1936 on décida d'interdire l'avortement et d'aider les femmes enceintes et les familles nombreuses, ce taux grimpa une nouvelle fois, mais ce ne fut qu'une augmentation éphémère car ces taux de natalité descendèrent avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, les pertes humaines colossales de l'Union soviétique durant la Seconde Guerre mondiale conduiront à un renforcement de cette politique nataliste. L'URSS avait en l'espace de quelques années perdu plus de 20 millions de personnes. Ainsi, on renforça à partir de 1944 la politique familiale établie précédemment. Le divorce devenait de plus en plus compliqué et on augmenta les aides pour les familles nombreuses et les femmes enceintes. Nous pouvons également évoquer le titre de mère héroïque qui fut instauré en 1944 et qui revenait à toutes les mères ayant 10 enfants ou plus. Bien évidemment, des avortements médicaux eurent lieu, mais c'est dans la clandestinité et dans l'illégalité que la majorité des avortements se sont réalisés durant cette période d'interdiction. Un témoignage de 1968 donne une image désastreuse de cette période. De 1936 à 1955, le nombre d'avortements clandestins s'est considérablement accru. Les avortements conduisant à des états fiévreux et infectieux, les péritonites post-abortives, les perforations et les hémorragies de la matrice ont conduit à une forte augmentation de la mortalité et des maladies post-avortem. Les inflammations chroniques, la stérilité, les dysfonctionnements des ovaires se sont fortement accrus. Toutefois, la mort de Staline en 1953 entraîna un assouplissement des lois concernant le divorce, le mariage, la famille, mais également l'avortement. Le 23 novembre 1955, l'avortement fut une nouvelle fois autorisé et les femmes pouvaient avorter jusqu'à la 12e semaine. Finalement, l'historienne Yvette Jaloux nous enseigne sur la situation en Union soviétique en 1990. Ainsi, nous apprenons que la moitié des femmes russes n'ont qu'un seul enfant et que l'indice de fécondité se trouve en dessous du renouvellement de génération. Le grand problème de l'Union soviétique reste finalement le manque de moyens contraceptifs. Ainsi, il ne furent produits que 220 millions de préservatifs pour l'année 1988. Cela veut dire que des hommes en âge de travailler, c'est-à-dire 16 à 60 ans, n'ont en moyenne que 3 à 4 préservatifs par an.
Du côté de la femme, on a le même problème. Ainsi, les stérilés en plastique sont de mauvaise qualité et la quantité de ceux-là sont insuffisantes, tout comme les pilules. Ainsi, la Hongrie et la RDA fournissent 5,5 millions de boîtes par mois, ce qui, comme explique l'autrice, est un chiffre dérisoire si l'on prend compte qu'il y a 70 millions de femmes capables de procréer. Ainsi, il y a un rapport entre l'avortement et la faute de moyens de contraception. L'avortement est pratiqué massivement en Union soviétique. Ainsi, on procède à plus de 7 millions d'avortements légaux par an de 1975 à 1985. À cela s'ajoutent les avortements clandestins qui donneraient un total dépassant les 9 millions, ce qui est un chiffre exceptionnel si l'on prend en compte qu'il est presque 2 fois plus élevé que celui des naissances. La question qu'on pourrait se poser ici, c'est pourquoi procède-t-on à des avortements clandestins alors que c'est une procédure légale ? Tout d'abord, interrompre sa grossesse dans un établissement d'État nécessite une longue attente et une procédure pouvant être pénible, voire humiliante, car on ne peut garder l'anonymat. De plus, ces avortements sont pratiqués en chaîne et souvent sans anesthésie. Cette intervention devient de ce fait une opération barbare pour ces femmes. Ainsi, sur 100 avortements, 25 seraient suivis de complications, 16 rendraient la femme définitivement stérile et 10 diminueraient drastiquement leur capacité à procréer. On pourrait se demander ici qui sont donc ces femmes qui avortent. Une enquête a établi que l'avortement concerne plus les femmes ayant des enfants que ceux qui n'en ont pas. Ce sont généralement des femmes mariées mais également plus âgées. On pourrait également évoquer ici un décret adopté en 1988 et qui autorise l'avortement jusqu'à la 28e semaine incluse pour des cas exceptionnels. Ainsi, les familles nombreuses, c'est-à-dire avec plus de 5 enfants, et les femmes dont le mari divorce ou meurt peuvent interrompre leur grossesse. L'historienne Yvette Chaloux se demande toutefois si ce décret n'est pas également motivé par la découverte tardive des malformations congénitales dues aux radiations de Tchernobyl ou encore des séquelles de l'alcoolisme. En effet, il n'est parent en Union soviétique 200 000 enfants déficients dont une partie sont abandonnés par leurs parents et remis à des orphelines. L'Union soviétique compte ainsi 1 100 000 enfants privés de leurs parents. Soulignons également qu'il existe des disparités au sein de l'Union soviétique concernant l'avortement. En Russie, on a 163 avortements pour 100 naissances. En Lettonie, on a 122 avortements pour 100 naissances. Dans les républiques à tradition musulmane, le chiffre est nettement plus bas. En Azerbaïdjan, on a 22 et en Ouzbékistan, 34 avortements pour 100 naissances. Pour conclure, on peut dire que la légalité et l'illégalité de l'avortement fut conditionnée par l'image de la femme recherchée par le pouvoir soviétique. Si au début l'image de la travailleuse surplanta celle de la mère, cette tendance changea. Ainsi, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la mère héroïque avec 10 enfants devenait l'exemple. La femme s'est également adaptée à son environnement. Ainsi, dans une société où la famille et la descendance sont symboles de prestige, on désire des enfants. Tandis que dans une société où ces valeurs familiales deviennent un point, on préfère limiter sa descendance et on procède à des interruptions de grossesse. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve pour un prochain épisode de Résume-moi ça.